Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Hope Kwame, co-rédactrice et animatrice pour BET Connect. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview avec Boubacar Diallo, CEO de Beno. On aimerait d'abord se concentrer sur l'homme. On voudrait savoir qui est Boubacar Diallo. Alors, qui est Boubacar Diallo? Donc, Boubacar Diallo, c'est un Français né en Espagne, de parents guinéens, du Fouta Djallon, avec finalement un enracinement africain assez important, mais aussi un enracinement espagnol parce que j'ai passé mon enfance là-bas. Et après, un très fort attachement à la France, puisque c'est là que j'ai fait mes études. Et c'est finalement là aussi que j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui. Lors de nos petites recherches, on a vu que tu as eu un parcours en banque avant de te lancer dans le secteur de l'énergie. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience-là? Alors oui, donc vous avez bien cherché. Vous avez bien cherché. Effectivement, avant de démarrer Beno en 2015, j'ai eu une assez longue carrière dans le secteur bancaire que j'ai démarré en 2006. Donc avant de démarrer Beno, disons que j'ai bossé 9 ans dans le secteur bancaire. Donc j'ai été dans 2 banques. D'abord à la Société Générale, en sortant d'études, et ensuite chez HSBC. Et dans les 2 banques, j'ai exercé les mêmes métiers. J'étais dans les métiers du commerce international, du financement du commerce international. Et je suivais, j'accompagnais des clients importateurs et exportateurs français, de taille, on commençait par la PME jusqu'à des grands groupes, des ETI. Donc je m'accompagnais de suivre tout leur développement à l'étranger, accompagner leurs opérations de financement, leurs opérations de sécurisation. Donc j'avais un rôle de business developer. Alors tu es le fondateur de Beno, une start-up qui depuis 2015 facilite la transition énergétique et la transformation digitale des entreprises en Afrique. Alors oui, Beno. Donc Beno, c'est la société que j'ai créée en 2015 quand j'ai quitté le secteur bancaire. Donc Beno, aujourd'hui, en fait, la raison d'être principale de Beno, c'est de vraiment accompagner les entreprises africaines, souvent des petites entreprises africaines, dans leur transition énergétique et dans leur transition digitale. Ça, c'est les grands mots, ça c'est la volonté recherchée, ça c'est ce qui nous, j'ai envie de dire, c'est le chemin. Après, concrètement, ce que l'on fait, c'est de développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier du solaire, au profit d'entreprises. On ne traite pas la problématique de l'électrification pour les ménages, on s'occupe vraiment d'entreprises, en leur facilitant l'accès à des équipements. Donc soit des équipements solaires, soit des équipements de consommation d'énergie, des congélateurs, des frigos, toute une série d'équipements qui peuvent leur être utiles. Et pour leur faciliter l'accès à ces équipements, on met en place des offres de location, location, leasing, pour qu'ils puissent finalement avoir accès à des bons équipements et qu'ils puissent étaler sur le temps le paiement de ces équipements. Et on a mis en place tout ça parce qu'on s'est rendu compte, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés de l'entreprise en Afrique. On s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, souvent rurales ou périurbaines, ont de l'activité, ont des clients, arrivent à vendre, arrivent à apporter leur activité, arrivent à générer du cash, mais n'arrivent pas à optimiser leur activité, n'arrivent pas d'un point de vue économique, elles n'arrivent pas à améliorer leurs facteurs de production. Pour ce faire, il faut aller vers une recherche d'autonomisation le plus rapidement possible des entreprises locales, en les aidant là où elles en ont besoin. Donc c'est l'énergie, et aussi un autre volet que je n'ai pas évoqué, c'est la digitalisation. Je mets à disposition de cette entreprise de l'équipement, un système de location, mais il faut aussi que je la digitalise un peu, que je lui donne des outils, que je lui donne un téléphone mobile, que je lui donne une application qui lui permette de gérer ses ventes, d'enregistrer ce qu'il vend, ce qu'il achète. J'aimerais faire un focus sur Beno et j'aimerais que tu nous expliques, tu expliques aussi à nos internautes ce que fait Beno et
Sur quoi reposent vos activités? On est plutôt sur un profil d'entreprise dans l'agroalimentaire, mais agroalimentaire au sens large. C'est-à-dire qu'on va avoir là-dedans soit des PME de transformation agricole, des entreprises qui transforment de la viande, des entreprises qui transforment des céréales, qui ont des gros besoins en énergie et qui distribuent sur les marchés locaux, enfin sur le territoire. C'est souvent des entreprises qui sont un peu éloignées des centres urbains, mais dont la clientèle principale est en ville. Voilà. On a ça dans le riz aussi. Enfin, on utilise ce type de projet dans le riz. Donc ça, c'est les grosses. Et après, on travaille aussi plutôt, toujours dans l'agroalimentaire, avec des petites entreprises. Le fameux épicier, le petit kiosquier là, qui vend des boîtes de conserve, etc. Très souvent, il ne fait pas, quand ils commencent à évoluer dans leur activité, ils ne vont pas faire que vendre des boîtes de conserve. Ils vont aussi vendre du frais. Ils vont vouloir vendre de la boisson. Ils vont vouloir vendre des produits surgelés, etc. Donc on accompagne aussi ces entreprises, ces petites entreprises qui très souvent, ça c'est aussi important de le savoir, quand elles vendent des produits, elles les achètent quelque part. Et souvent, elles les achètent à des groupes un peu plus gros, à des brasseurs. Je prends l'exemple du Togo où on travaille. Il y a 2 brasseurs aujourd'hui, il n'y a que 2 brasseurs dans le pays. Le deuxième brasseur est arrivé il n'y a pas longtemps du tout. Et toutes les petites épiceries vendent des boissons fraîches de ces brasseurs. Donc on essaye aussi d'améliorer le lien finalement entre ces grosses boîtes et les petits entrepreneurs. Mais globalement, on est sur une clientèle plutôt dans l'agro. Tu disais plutôt avoir grandi en Espagne avant de venir en France avec tes parents, t'installer ici et aussi construire une carrière professionnelle. Du coup, je suis assez intriguée et curieuse de savoir comment s'est passée ta transition professionnelle vers l'Afrique. Comment s'est passée cette transition? C'est une bonne question parce que les transitions sont souvent la conjonction de beaucoup d'éléments. Le premier, peut-être que comme je suis parti d'Espagne pour venir en France, je suis quand même un peu habitué finalement à changer d'environnement et à un peu, voilà. Après, j'avais de la famille qui était déjà dans le solaire, je voyais un peu ce qui se passait. Il se passait des choses très intéressantes, donc j'y étais sensible. J'ai aussi des parents qui sont entrepreneurs. Quand ils étaient en Espagne, ils étaient entrepreneurs, ils n'étaient pas salariés, ils ont ouvert un restaurant, un des premiers restaurants africains en Espagne, dans l'Espagne d'après Franco, où il n'y avait pas beaucoup d'Africains, très très peu même. On nous le rappelait souvent dans la rue. Et ensuite, quand on est arrivé en France, ma mère aussi, elle a commencé par entreprendre. Voilà. Donc dans la famille déjà, il y a des gens, il y a des exemples en fait. L'entrepreneuriat vient aussi parce qu'il y a des exemples qui vont vers ça. Donc ça pousse vers ça. Et après, un autre élément, il faut être aussi honnête, c'est que quand on est salarié depuis un certain temps, on a aussi un certain confort. Et quand on est dans ce confort, c'est quand même plus facile aussi de faire le pas, de se dire « Ah, ce que j'ai aujourd'hui, ok, on oublie vite en fait qu'on a un salaire tous les mois. » Donc en fait, on rentre dans une forme de confort qui fait que on a beaucoup de certitudes et le fait de faire le saut vers l'entrepreneuriat est plus facile. Et puis en France, il y a des mécanismes aussi qui aident à ça. Aujourd'hui, Bino a des antennes au Burkina Faso et aussi au Togo. Vous avez des équipes sur place? Alors on a des équipes au Togo, parce qu'on a démarré au Togo en 2016. C'était entre guillemets notre point d'expérimentation et de démarrage. Le premier partenaire qu'on a eu, c'était au Togo. Et on a embauché quelqu'un dans cette structure locale. Donc on a aujourd'hui quelqu'un présent au Togo qui a un rôle de technicien enfin c'est un technico-commercial et qui suit les actifs qu'on a déployés au Togo. Parce qu'au Togo, on a déployé des actifs de production d'énergie qu'on a financés par nous-mêmes. Et donc, du coup, on a besoin de quelqu'un, d'une personne en local, opérationnelle, pour pouvoir gérer tout ça. Le Burkina Faso, c'est un cas différent. Le Burkina, on est arrivé en 2018. On y est arrivé avec l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a une coopération décentralisée et qui travaille déjà au Burkina Faso. Et du coup, on s'est un peu greffé à leurs activités pour rentrer au Burkina. Mais là-bas, on n'a pas embauché quelqu'un, on n'a pas d'équipe locale, on a plutôt des partenaires.
On travaille avec des partenaires, ce qui fonctionne très très bien aussi. Et donc, comment vous arrivez à avoir des partenaires sur le terrain depuis l'extérieur? Quels sont vos arguments? Alors après, je sais pas, c'est à différentes étapes, c'est fonction des étapes. Quand on était vraiment au démarrage, ce qui va séduire, c'est plutôt le concept, le fait de proposer quelque chose qui va être, la recherche d'une pérennité en fait. Je dirais oui, recherche de pérennité, volonté, toujours dans tout ce qu'on fait, de mobiliser les acteurs locaux, et recherche de soutenabilité économique sur le long terme. Donc ces 3 éléments-là, ils sont indispensables, soit pour convaincre des investisseurs, soit pour des bailleurs des bailleurs qui versent des subventions ou autres, c'est important aussi. Parce que soutenabilité, c'est impact. Derrière soutenabilité, il y a impact. Donc du coup, tout ça, ça va les intéresser. Après, plus on avance aujourd'hui sur Benou, là ça va faire 6 ans en fait qu'on fait ça, donc c'est jeune, mais en même temps pour une start-up, aujourd'hui dans le monde d'une start-up, c'est quand même bien d'être encore là après 6 ans. Et ce qui attire et ce qui donne envie de faire, c'est plutôt les réalisations, ce qu'on a fait. On aime bien, on est une boîte qui communique pas énormément, on n'est pas des bons communicants, on n'est pas très présent sur les réseaux, on va pas diffuser énormément de choses, on essaie de le faire. Mais on s'est mis ligne toujours depuis le départ avec mes associés, c'est de se dire, quand on communique, c'est parce qu'on a fait quelque chose. Et au final, après 6 ans, ça marche plutôt bien parce que du coup, souvent, quand il y a des choses quand on montre des choses, quand elles sont diffusées sur les réseaux, quand les gens voient ce qu'on a fait, ça attire pas mal de bouche à oreille, hein, et ça permet finalement de se greffer à des projets. Mais parce qu'on a fait quelque chose. Après plusieurs années d'expérience, est-ce que tu pourrais dire que le choix de faire de l'Afrique ton marché cible a été un frein ou un réel avantage dans ta capacité à aller chercher des partenaires professionnels, des partenaires financiers aussi, donc des investisseurs ou encore des apporteurs d'affaires? Qu'est-ce que ce choix-là de faire de l'Afrique ton marché cible t'a apporté? Tout dépend des partenaires. Lorsque c'est des partenaires qui sont déjà engagés sur l'Afrique, qui connaissent les difficultés du continent, on ne pourrait pas leur parler si on n'avait pas quelque chose réellement de réalisé en Afrique. Parce que du coup, notre façon de parler peut matcher avec leur façon de parler. Les problèmes qu'on évoque peuvent matcher avec les problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc là, ça fonctionne. Quand on veut parler à des acteurs plus institutionnels français, moins habitués au marché africain, intéressés par contre par la dimension un peu plus techno, innovation que l'on peut avoir, parce qu'on a une dimension aussi techno et innovation. Quand on parle à ces gens-là, eux par contre, l'Afrique c'est loin quoi. L'Afrique c'est loin, l'Afrique c'est des gens pauvres, enfin je résume, hein, mais l'Afrique c'est des gens, il n'y a pas d'argent, donc il faut les aider. Donc c'est difficile de matcher dans le discours. Parce que pauvre, faut aider, égale pays à risque. Pays à risque égale j'y vais pas parce que je comprends pas bien. Vous avez fait ou vous faites actuellement une levée de fonds collaborative. Est-ce que je me trompe ou... Alors on en a fait une en 2017 et on voudrait en relancer une. Cette année. Alors nous on a fait 2 choses en même temps. On a fait du participatif pour avoir des particuliers. Donc on est passé par une plateforme, on est passé par la plateforme WeSeed à l'époque, avec la spécificité qu'en fait, quand on fait du participatif pour rentrer en fonds propres dans l'entreprise, c'est pas 300 ou 400 petits particuliers qui se retrouvent au conseil d'administration de l'entreprise, mais ils vont tous investir dans une société miroir ou une société projet. Et ensuite, c'est cette société qui investit dans l'entreprise. Donc après, moi, j'ai uniquement un point de contact. Donc c'est un mécanisme qui est bien, qui fonctionne bien. Donc on a fait ça, et en même temps, comme on faisait la campagne de financement participatif, en même temps, on a fait un round de contacts, un petit roadshow, quoi, une séquence de contacts d'investisseurs plus institutionnels pour essayer de compléter ce financement-là. Donc après, on a réussi à avoir des business angels qui ont appuyé la campagne de financement
pour au final, à cette époque-là, on avait obtenu en tout dans les 450 000 euros, si je compte tous les financements qu'on avait réussi à avoir à droite et à gauche. Et là, on veut faire la même chose, avoir une partie en participatif et après faire quand même des contacts investisseurs pour compléter les besoins de financement. Et qu'est-ce qui te permet aujourd'hui d'avoir les deux pieds bien ancrés sur les deux continents? Alors, je sais pas, moi, j'ai pas senti d'énormes différences avec faire des affaires en France ou dans d'autres pays. Moi, ce que je retiens, mais bon, après pareil, ça dépend des pays. Enfin, chaque pays a quand même sa façon de faire un peu différente. Mais je pense qu'il faut savoir prendre son temps. Il ne faut pas être là à vouloir aller trop vite sur tout. Il faut prendre son temps, il faut expliquer les choses. La plupart des gens, les contacts qu'on a, comprennent très vite parce ils associent très vite les solutions avec les problèmes. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il faut aussi essayer d'enlever ce truc de la corruption en Afrique, qui est toujours présent. Oui, mais si je travaille en Afrique, il y a la corruption, etc. Ça, c'est le sujet qui sort tout le temps. Très franchement, nous, on n'a jamais été confrontés à ce sujet, quoi. Peut-être parce qu'on ne l'a jamais mis comme un sujet, en fait. Ce truc de se dire, ah non, mais il faut donner un petit peu plus par-ci, par-là. Merci beaucoup pour tes réponses. On va maintenant passer au moment Stay In et je vais donc laisser la parole à notre invité. Salut Mehdi. Bonjour Monsieur Diallo. En tout cas, c'est un plaisir et merci à BIT de m'avoir convié à cette interview. Et c'était un plaisir en tout cas de vous écouter pendant cette heure. Et donc pour me présenter, effectivement, je suis Mehdi Benaïssa, je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Et je suis expert, on va dire, énergie au sein de l'incubateur de politique publique Je m'engage pour l'Afrique. Et donc, notre but, en tout cas, c'est de valoriser la parole de la jeunesse et d'enclencher un débat avec potentiellement les décisionnaires sur des thématiques. Et donc, voilà, j'avais quelques questions et si aussi on pouvait, au-delà de cet échange, avoir l'occasion d'aller plus loin, ça serait vraiment intéressant pour moi et pour toute la communauté de JMA et à tous nos lecteurs. Je pense que pendant toute la durée de votre interview, vous avez beaucoup parlé de financement, à la fois le problème pour le boutiquier, mais également aussi un problème pour votre entité avec cette levée de fonds, et que finalement, l'accès à l'énergie est beaucoup dicté par l'aide au développement, donc les grandes banques de développement, mais qui ont un process assez lourd, assez compliqué et qui finalement accumulent la dette au niveau des pays, mais pas forcément une grande dette au niveau des PME. Et je me demandais, vous, quel était votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on devait revoir justement l'aide au développement pour qu'elle aille plus justement vers des PME qui sont déjà sur le terrain, qui ont la maîtrise et qui peuvent faire des actions plus vite, plutôt que vers les États qui ensuite passent des marchés qui vont surtout vers des grosses multinationales pour des projets où la population locale n'est pas forcément conviée? Alors c'est une question, elle est excellente la question, parce qu'il y a un vrai souci avec l'aide au développement. Je pense qu'on ne met pas les billes réellement au bon endroit. Avec tout le respect aussi que j'ai pour toute l'aide au développement qui est déjà utilisée, qui est employée dans des projets, etc. Il y a des projets incroyables qui se mettent en place. Aujourd'hui, il y a des entreprises en local qui connaissent très bien le marché, qui connaissent très bien comment ça fonctionne et qui ne sont pas accompagnées. Donc, c'est dommage que tout ce flux d'aide au développement ne puisse pas être redirigé vers le secteur privé pour pouvoir les booster, pour pouvoir les mener plus loin. Nous, on le vit au quotidien, en fait. On voit... on rencontre, moi j'ai rencontré des gens de la Banque mondiale, des gens de banques de développement sur le continent qui vont dire « Ah, c'est super ce que vous faites, c'est ça qu'il faut, etc. » Qui disent qu'ils ont des fonds, qu'il y a des guichets, etc. Mais en fait, on se rend compte que tous les guichets en fait, de financement, il faut qu'ils passent par des acteurs publics. Et par des acteurs publics qui ne sont pas en capacité de porter et d'opérationnaliser les projets.
Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'opérationnalisation des projets. C'est pas l'argent. Enfin, on a parlé beaucoup de financement, mais c'est pas le fait. Est-ce qu'il y a de l'argent disponible? De l'argent, il y en a pléthore. Et de manière générale, dans nos sociétés, dans nos économies, l'argent, c'est pas en réalité le problème, puisque l'argent, comment dire, l'argent, c'est quelque chose de fictif. Hein. L'argent, on dit qu'on veut faire plus de billets, on en fait plus. Donc, c'est pas l'argent en tant que tel le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce flux d'argent et comment on l'opérationnalise pour créer de l'impact et pour faire du développement pérenne. Et ça, aujourd'hui, je ne vois pas dans les projets de développement, je ne vois pas beaucoup d'actions où les financements sont donnés à des vrais acteurs privés locaux qui peuvent opérationnaliser et lancer des choses. Je discute avec des entrepreneurs qui sont dans des incubateurs en Afrique, dans des mécanismes d'incubation, et je me rends compte quand je les écoute, ils me disent « mais nous, des fois, on est en concurrence avec les incubateurs carrément ». Parce que les incubateurs deviennent des business models en eux-mêmes de captation de financement. Et ils sont soutenus par un acteur public, etc. Et eux-mêmes se retrouvent dans une situation où ils sont en incapacité d'opérationnaliser. Donc, c'est dommage. Il y aurait des façons de faire où on devrait se concentrer sur le soutien au financement de l'entreprise locale et mettre du coup de l'argent réellement dans OK, ces entreprises, il ne faut pas juste les financer pour qu'elles puissent gérer leur activité, mais il va falloir qu'on les renforce sur la partie digitale. Pour moi, ce n'est pas du tout logique que des acteurs publics, des acteurs de long terme, financent des marchés de court terme. C'est pas normal qu'ils financent des flopées de petits kits solaires pour les marchés locaux. C'est les entreprises locales qui doivent être financées pour qu'elles soient en capacité soit de faire du kit solaire local, parce qu'au final, un panneau solaire et des batteries, c'est pas non plus rocket science. Enfin, moi, je suis pas du tout ingénieur, mais bon, c'est pas un truc hors du commun. Donc, il y aurait possibilité d'avoir une véritable filière locale pour de la production locale. Mais à la place de ça, on a des financements publics qui sont dédiés à financer des acteurs qui sont en Europe. Exactement. Pour qu'ils vendent, pour qu'ils balancent finalement, entre guillemets, enfin je vais être un peu dur, mais pour balancer des fois de la babiole, des tout petits kits qui vont être vendus. Mais ça, et ils vont se faire de la marge en plus. Mais ça fait pas avancer, d'un iota le sujet. Donc la question de l'aide au développement est juste centrale. Après, ça me semble aujourd'hui très difficile de la modifier. Parce qu'on est tellement dans une mécanique et dans un mode de fonctionnement qui date de 1945, et c'est très difficile de passer à autre chose. Il y a des bailleurs qui essayent de changer, mais ça reste très compliqué. Donc tout l'écosystème tourne malheureusement autour de cette logique-là, et dès qu'on veut venir avec d'autres logiques, c'est toujours un peu difficile. Et justement, en tout cas sur cette logique long terme, aussi d'appropriation de la technologie. Vous, quand vous mettez en place vos équipements et avec les industries, les PME, est-ce qu'il y a aussi une politique de formation, d'explication de la technologie aussi au sein du village pour bien comprendre, pour que petit à petit, eux-mêmes puissent à la fin s'approprier la technologie, la mettre en place, la maîtriser? Et pour que ce soit en tout cas une vision long terme plus que du court terme où il faut juste avoir de l'électricité. Oui, ça on fait ça. La première façon pour s'approprier une technologie, c'est de travailler avec des partenaires locaux, avec des techniciens locaux, des électriciens locaux. Pourquoi? Parce que eux, ils vont pouvoir acheter. C'est eux qui doivent acheter les produits, donc il faut essayer d'avoir accès aux produits qui se trouvent dans le marché dans lequel vous êtes et pas essayer de rapporter la technologie la plus innovante qui vient d'Allemagne ou d'Autriche ou je ne sais quoi. C'est très bien, mais il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir réellement localement, parce que l'enjeu principal dans l'appropriation, c'est pas la technologie de départ. L'enjeu principal, c'est le SAV en fait, c'est la maintenance. C'est qui va venir quand ça ne marchera pas. Qui vient quand la batterie lithium commence à chauffer. Est-ce que c'est un type qui est à Lomé ou c'est quelqu'un qui est pas loin parce qu'il connaît déjà ce type de matériel, ce type d'équipement? Donc, il y a toute une chaîne de valeur en fait à mettre en place, et ça passe par prendre les gens qui sont déjà sur le terrain.
Et cette question de l'appropriation, je fais un aparté, mais enfin un parallèle avec ce qui se passe sur tout ce qui est générateur diesel. On dit souvent, oui, non, mais remplaçons les générateurs diesel, on les sort et on met à la place des kits solaires, du solaire, etc. Mais que nenni, ça ne va pas marcher comme ça. Les groupes électrogènes ont une chaîne de valeur. Il y a des gens qui vendent de l'essence, qui gagnent de l'argent là-dessus, dans les villages, dans différents territoires, les petites bouteilles d'essence qu'on retrouve un petit peu partout dans les zones rurales. Ça, c'est un écosystème. Il y a un écosystème de SAV, de personnes qui savent réparer des groupes. Donc, voilà. Quand on apporte une technologie, on apporte un écosystème et une chaîne de valeur d'ensemble. S'il n'y a pas tout, ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. Après, l'autre élément important, là, je reviens plutôt à nous. Nous, on a tout basé aussi sur le fait de se dire, ce qu'on met en place, il faut que ce soit simple. Donc, du coup, on est agnostique en termes de technologie. On n'est pas, nous, ne va pas dire, nous, notre kit, c'est ça, c'est la dernière technologie, c'est le Apple du solaire. On ne va pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Nous, notre logique, c'est plutôt de se dire, ben voilà, tel pays, tel endroit, tu as tel équipement, ça peut fonctionner. Et voici à côté comment on va pouvoir faire la maintenance, comment on va pouvoir gérer. Donc, on construit un truc d'ensemble. Et après, un dernier point qui est plus lié à notre dimension tech. Justement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la partie data, algorithme et gestion. Et notre volet de travail sur la R&D, c'est sur comment collecter les data de consommation et de production d'énergie de nos équipements pour faire de la maintenance prédictive. Et du coup, utiliser l'application mobile que normalement on utilise avec les entrepreneurs pour leur activité, que ça puisse servir aussi de support pour les alerter sur les petites maintenances à faire, voilà, pour leur dire attention, là, dans 3 semaines, il faut que tu nettoies tes panneaux parce qu'il y a l'harmattan qui arrive et qu'ils vont être tout plein de poussière. C'est une conversation assez intéressante. Mehdi, est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer l'échange avec Boubacar? Oui, je demanderais peut-être à Boubacar, voilà, s'il est intéressé de faire partie un peu des experts qu'on va consulter pour notre rapport. Et également, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous conseillerez en tout cas à un jeune passionné de l'Afrique qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, justement, avec tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on dit sur le business en Afrique? Alors, avec grand plaisir. Donc, voilà, l'échange le montre, c'est super intéressant et passionnant, donc avec grand plaisir pour appuyer cette démarche que je trouve superbe. Et en conseil, ce que je dis, il faut se lancer. Si on est passionné, il faut se regarder dans la glace et se dire bon, pourquoi je veux le faire, pourquoi je suis passionné par l'Afrique. Il faut dépasser un peu le côté juste j'aime l'Afrique et se poser vraiment la question pourquoi je vais le faire. C'est de toute façon un apprentissage énorme et il va se passer, quand vous allez y aller, tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir capitaliser dessus. Parce qu'on apprend énormément de choses en très peu de temps sur comment ça se passe, sur les mécaniques, sur les sujets. Mais pour ça, il faut essayer de se rapprocher des gens. Et cela, même si vous n'y allez pas pour vous installer. On parlait de ça, est-ce qu'il faut s'installer, est-ce qu'il ne faut pas s'installer? Moi, je ne suis pas installé là-bas, mais après, quand j'y vais, j'essaye au maximum d'absorber ce qui se passe, en fait. Parce qu'après, je pourrais aussi être installé là-bas, vivre dans un super quartier à Lomé. Exactement. Voilà, et ne jamais voir les gens dans les zones rurales ou autres, quoi. Et ça, je le remarque quand je vais à Lomé, je rencontre aussi des personnes qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans les villages. Après, il n'y a pas une obligation d'interagir avec les communautés. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller dans un village et dormir chez l'habitant. C'est pas du tout ça. C'est limite au contraire. Il faut juste y aller, observer, regarder ce qui se passe. Regarder ce qui se passe, se poser des bonnes questions. Vous posez des très bonnes questions, donc ça devrait marcher. Merci en tout cas. C'était un vrai plaisir d'avoir la possibilité d'échanger avec vous. Merci, plaisir partagé. Pour terminer, la question que je vais te poser, c'est quel conseil tu donnerais aux nouveaux arrivants dans la sphère des affaires en Afrique? Je dirais la première chose, c'est de prendre tous les préjugés qu'on peut avoir. Comme je dis, qu'on n'ait jamais eu de contact avec l'Afrique, qu'on soit même quelqu'un de la diaspora, de prendre tous ces préjugés et de les ranger dans une boîte avant d'y aller.
autant il ne faut pas avoir des préjugés du type les Africains ils sont très sympas. Mais voilà, ils sont cool, voilà. Ça ne sert à rien. Parce que c'est des mauvais préjugés, et c'est des préjugés. Et il ne faut pas non plus avoir des préjugés du type oui, c'est difficile, oui, les gens ils sont en difficulté, etc. Parce qu'il y a de tout en fait. Là. Il faut aussi essayer de faire confiance aux gens en local. Moi au début, je faisais peut-être moins confiance, donc j'étais plus sur une logique très je contrôle, je veux contrôler. Donc il faut faire énormément confiance et avancer avec les temporalités du continent. Voilà, je dirais que c'est les deux grands conseils que j'ai à donner et qu'il faut y aller parce que l'avenir, il se passe là-bas. Enfin, ça fait très longtemps que tout le monde dit ça. Mais je pense que ça se passe vraiment là-bas. Il y a beaucoup de choses qui sont gérées là-bas d'une façon très différente. Et je dirais même que cette crise Covid, en tout cas pour moi, confirme le fait qu'il y a une vraie capacité de résilience et de gestion malgré une crise qui a mis par terre toutes les sociétés occidentales. Quand je vais là-bas, oui, il y a le Covid, mais quand je parle avec les gens, ils me disent oui, il y a le Covid, mais moi je dois manger. Hein. Donc bon. Donc voilà. C'est mon dernier mot.